Je suis particulièrement content de voir Sa Majesté ici, parce que mon frère Mohamed l'a dit tout à l'heure, cette maison, c'est notre première maison familiale. Mais cette maison, c'est une maison construite sur un terrain. Et ce terrain a été le don du Père de Sa Majesté à notre Père. C'est pour ça que ce que nous célébrons aussi est une contribution de Sa Majesté. Et je veux vraiment le reconnaître et saluer cela. Aujourd'hui, inaugurer ce centre, c'est avant tout effectivement une affaire d'émotion pour notre famille. Ce lieu, il a dit, c'est ici que nous avons tous commencé. Nous, les aînés de la famille, qui avons grandi sur cette terre et évolué, nous pouvons chacun dire sur ce terrain ce que représente chaque espace. Dans quelle chambre vous vous couchez, là où vous étudiez, là où vous vous couchez, là où était garée la voiture de papa quand il était député. Comment nous allions à l'école coranique ici, à Grovani, chez notre maître, Daouda Tabé. Donc c'est vraiment une affaire plus que personnelle, plus qu'intime. Et c'est ce message aussi que chacun de nous doit ressentir et partager. Mais au-delà de l'émotion, il a dit, ce centre répond à des besoins concrets et, je veux dire, très très urgents. En effet, nous ne pouvons pas rester aujourd'hui indifférents face au drame que représente ici à Djougou l'immigration clandestine. Hier encore, j'ai reçu un message d'un jeune de Djougou qui est en Algérie et qui me dit, cher ministre, que faites-vous pour nous? Nous sommes bloqués ici. Donc nous ne pouvons pas regarder, voir ces enfants et ne rien dire, surtout ne rien faire. Parce que nous le savons, ces départs traduisent un cri de détresse, une quête désespérée d'opportunités. Personne ne quitte ici de bonne volonté. Ce sont des opportunités qu'ils ne trouvent pas ici, qui les appellent à faire ces aventures. Beaucoup de jeunes Djougois de la Donga aussi, qui vivent, qui ont accepté de vivre ici, vivent le même désespoir. Il est donc de notre devoir en tant que citoyens, en tant que responsables, en tant que personnes engagées, de leur offrir des espoirs concrets de formation, d'emploi et de perspectives, afin qu'ils puissent réaliser certaines de leurs aspirations dans la dignité, sans risquer leur existence et en restant en famille. Ignorer cette réalité, c'est abandonner une partie précieuse de notre société et compromettre l'avenir de notre pays, de nos différentes communautés. C'est aussi pour ça que le CCF, ce centre culturel et de formation, est conçu. Ce centre va résoudre un peu ce problème en contribuant à former les jeunes au numérique, en leur permettant d'avoir accès à des ordinateurs, ici, gratuitement. Ce centre va être un carrefour où les idées, les traditions, les talents pourront s'exprimer et se transmettre, surtout aux plus jeunes. C'est Mademoiselle Alida Ouessou qui a obtenu le sacre à la finale du concours Belle Voix des Cantiques ce dimanche 22 décembre 2024 à la salle Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. Devant un parterre d'invités, elle s'est imposée aux 11 autres candidats qui, chacun de sa manière, a usé de ses connaissances musicales pour séduire le public. Une initiative portée par Ronald Legouda qui revient sur le bien fondé du projet. La Belle Voix des Cantiques, je peux déjà dire que la Belle Voix des Cantiques est un
un concours d'abord qui rassemble toutes les confessions religieuses et l'objectif c'est qu'on soit ensemble et qu'il n'y ait pas d'abord, quand on parle de méthodistes, catholiques, évangéliques, c'est d'abord pour dire aux gens que nous formons un. Et voilà, donc c'est Jésus-Christ le dénominateur commun. Donc voilà pourquoi nous avons instauré la belle voie de cantique pour qu'on soit ensemble pour la gloire de Dieu. Les autres années, les années antérieures, c'était plus compliqué parce qu'il fallait chercher de l'argent, mettre dans la chose pour la réussite. Mais aujourd'hui, les gens au départ qui ne voulaient pas nous aider, aujourd'hui s'intéressent à la chose et même quand on est tranquille à la maison, ils nous appellent et disent nous voulons accompagner la belle voie de cantique. C'est déjà bien. Et pour ceux-là qui doutent encore, qui se disent est-ce que je voudrais que vous sortez, que vous accompagnez la belle voie de cantique. C'est déjà pour la gloire de Dieu et non pour le promoteur. Pour le coach Bienvenu, l'un des encadreurs des 12 poulains qui ont tenu la promesse des pairs au regard de la qualité de la performance des candidats. Avec nos poulains, nous avons beaucoup travaillé. Les candidats qui sont venus de l'université aussi des formations. Nous avons travaillé d'abord technique. Comme il s'agit des cantiques, les cantiques ont des règles. Depuis la composition jusqu'à l'exécution. C'est le travail qu'on a fait d'abord. D'abord, pour cette édition, je pense que nous réussissons à atteindre. Je pense que c'est une organisation qui est très bien organisée, qui se passe très bien, sans parti pris, sans fraude. Le public, composé de familles, d'amis et de passionnés de musique, a été captivé par les prestations variées et émouvantes. Les applaudissements nourris ont résonné dans la salle, témoignant de l'enthousiasme général. Les impressions des spectateurs étaient unanimes. Cette édition a offert un spectacle vibrant qui restera gravé dans les mémoires. Ainsi, s'est achevée cette 3e édition du concours La Belle Voix des Cantiques, laissant derrière elle des souvenirs inoubliables. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine où le fun et la créativité seront présentes. À partir du 1er janvier 2025, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ASERP, met en application le nouveau plan de numérotation des téléphones portables qui passe à 10 chiffres. Après les messages de sensibilisation à travers les médias et la campagne de communication dans les réseaux sociaux, l'ASERP se rapproche des consommateurs. Des rencontres de proximité qui visent à expliquer aux abonnés des GSM les raisons de cette révolution et surtout ce qui se passera dès le 1er janvier 2025 si les abonnés ne se conforment pas à la réglementation en vigueur. Depuis donc le 30 novembre, aujourd'hui le 20 décembre, nous avons exactement 11 jours pour nous conformer à cette réglementation. Pourquoi? Parce que passé ce délai, nous risquons de ne pas pouvoir communiquer. Notons en passant que depuis le mois de mai 2024, l'Union internationale des télécommunications dans le monde entier a permis et a informé tous ceux qui contactent le Bénin qu'avant de le faire désormais, il faut faire le 229 suivi du 01. Il est donc impérieux, important, urgent pour tous ceux qui sont béninois au Bénin, ceux qui sont à Dassa ainsi que tous ceux qui sont dans le pays et qui puissent être informés. Et c'est la raison d'être de notre présence ici. L'ASERP vient informer, sensibiliser, éduquer les consommateurs. À partir de maintenant jusqu'à la fin, nous avons 11 jours. Mettre le 01 devant, modifier les cartes de visite. Si vous avez des clients en ligne sur TikTok, sur WhatsApp et autres, corrigez les numéros, mettez le 01 devant. Parce que si vous ne le faites pas, ils risquent de ne pas pouvoir vous contacter et vous risquez également de ne pas pouvoir communiquer avec eux. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous voulons que tous ceux qui sont venus aujourd'hui puissent être nos relais dans les hameaux, dans les maisons, dans les entreprises pour que cette disposition mise en place par le gouvernement et accompagnée par l'association des consommateurs BSSC et que nous sommes venus soutenir ici puisse être une réalité. La rencontre qui a lieu à Dassa-Zoumé vendredi 20 décembre a réuni des participants venus de toutes les communes du département. Cette approche de l'ASERP est bien appréciée par les participants. Suite à notre séance de sensibilisation, ce que moi j'ai pu garder aujourd'hui, c'est qu'il est d'une importance capitale
que nous tous, en tant que citoyens béninois, nous fassions les mises à jour de nos numéros en les ajoutant 01. Alors on nous l'a expliqué de plusieurs manières. Si nous avons nos téléphones Android, nous pouvons déjà aller sur Play Store et taper l'application Convium. Et l'application elle-même qui a été mise en place par la CEP Bénin, qui peut nous permettre de convertir nos numéros de 8 chiffres à 10 chiffres et nous adapter à la nouvelle réglementation des plans de numérisation au Bénin. Le travail que nous avons fait, ce n'est que de sensibiliser encore ceux qui sont proches de nous. Parce que d'ici, comme l'a dit la vice-présidente de la CEPT, la conseillère, c'est que nous avons encore 11 jours pour que les numéros soient mis à jour, que désormais tout le monde ait les 10 chiffres comme numéro. Sinon, à partir du 1er janvier 2025, les numéros à 8 chiffres ne vont plus passer. Alors nous, notre devoir est de sensibiliser encore plus nos proches, ceux qui nous appellent, ceux qui sont autour de nous. Et dès qu'on voit quelqu'un qui manifeste peut-être un mécontentement parce qu'il n'a pas encore fait la mise à jour de ses numéros, parce qu'il a des problèmes à échanger, à contacter, on a juste à lui expliquer l'intérêt et le bien fondé. J'ai aimé parce que ça permet plus de sécuriser le pays. Désormais, on sait que quand tu mets ton code, tu mets ton indicatif, le 0229, et que tu ajoutes le 01 partout où tu es dans le monde entier, tu sais que ça, c'est le Bénin. Donc ça nous permet déjà d'édifier notre pays à part. Et aussi, ça nous permet aussi de garder nos numéros plus tard. J'aimerais partager avec toutes et tous de pouvoir convertir les numéros à 10 chiffres et désormais, et avant de passer n'importe quel appel, il faudrait qu'on ajoute le 01. Cette séance d'information et de sensibilisation, conduite par la vice-présidente de l'ACERP et les associations des consommateurs, sera élargie aux communautés à la base par des agents de relais qui ont également pris part à cette rencontre. La communauté d'Ogbin-Boiri, dans le delta du Niger, fait face à une nouvelle marée noire. Pour la 4e fois en 3 mois, des fuites de pétrole ont contaminé les terres agricoles et les cours d'eau. Les agriculteurs perdent leurs récoltes et leurs revenus. Ils dénoncent l'impact dévastateur de ces fuites sur leurs moyens de subsistance. Nous avons perdu des millions de naira. Il y avait du riz prêt pour la récolte et dans les étangs à poissons aussi, c'était la saison des récoltes. Mais à cause de la fuite, nous ne pouvons rien récolter ni faire quoi que ce soit. L'impact de la pollution dépasse les champs et les rivières. L'espérance de vie dans le delta est inférieure au reste du pays. Les experts nous ont informé que l'espérance de vie dans le delta du Niger est inférieure à celle de toutes les autres régions de ce pays. Alors qu'elle est de 41 à 42 ans dans le delta, elle atteint environ 52 à 53 ans dans d'autres régions, soit une différence d'environ 10 ans. Cela est attribué à la pollution provoquée par l'industrie pétrolière. Nous buvons, respirons et mangeons de la pollution aux hydrocarbures. Cela affecte l'espérance de... L'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso a rejeté dimanche le délai de rétraction de 6 mois proposé par la CEDEAO. Ces pays, désormais hors du bloc ouest-africain, dénoncent une tentative de déstabilisation orchestrée selon eux par la France et ses alliés régionaux. Le retrait de l'AES, annoncé en janvier, devait entrer en vigueur en janvier 2025. Pourtant, la CEDEAO a prolongé ce délai jusqu'en juillet de la même année, espérant ouvrir une fenêtre de négociation. Dans un communiqué signé par le président malien Assimi Goïta, l'AES qualifie cette extension de manœuvre étrangère visant à compromettre leur souveraineté et freiner leur émancipation. Les 3 États accusent également des puissances étrangères de soutenir des groupes terroristes actifs dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. Face à ces tensions, l'AES a placé ses forces en alerte maximale et a appelé ses populations à la vigilance. En toile de fond, le rôle de médiateur du Sénégal et du Togo reste limité, alors que la fracture entre la CEDEAO et l'AES semble de plus en plus irréversible. L'inclusion, l'un des grands défis de l'intelligence artificielle, un sujet central abordé lors du forum sur la gouvernance de l'Internet à Riyad.
Des experts de 160 pays ont échangé sur l'importance d'intégrer les communautés locales et les langues dans les systèmes numériques pour les rendre plus représentatifs. Pour de nombreuses régions du monde, les systèmes d'IA ne représentent pas vraiment ces populations, car ces systèmes ne sont pas conçus par elles ou par leur communauté, et les données nécessaires ne sont pas disponibles. Il y a aussi un problème d'accès à la puissance de calcul. Il faut disposer de systèmes informatiques puissants pour entraîner ces modèles. Le forum a mis l'accent sur des initiatives visant à développer des technologies inclusives, notamment dans les domaines critiques comme la santé ou l'éducation. Nous voulons que les gens puissent vraiment être eux-mêmes et utiliser leur propre langue. Pourquoi ? Imaginez un système de bout en bout dans un domaine comme la santé. Vous avez un patient et un professionnel de santé qui discutent. Vous pourriez décrire ce qui vous fait souffrir dans votre langue, ce qui est naturel pour vous. Mais si vous devez passer à une langue dominante comme l'anglais ou le français, vous faites alors une traduction, voire 2 niveaux de traduction. Cela peut entraîner une mauvaise description de votre problème. En travaillant sur des systèmes dans nos langues, cela permet aux gens de communiquer de manière plus naturelle et détendue. L'intelligence artificielle comporte d'autres défis, comme la régulation et l'accès équitable aux technologies. Une localité, ou plutôt ce qu'il en reste après le passage du cyclone Chido au Mozambique, un amas de ruines. La tempête qui a frappé le pays d'Afrique australe le 15 décembre a coûté la vie à 94 personnes. Un bilan désormais en hausse, publié dimanche par l'Institut mozambicain pour les catastrophes naturelles. Alors que 768 autres personnes ont été blessées, avec des rafales de vent de 260 km/h, la tempête a touché plus de 600 000 personnes au total, plus de la moitié dans la région de Cabo Delgado. Ce phénomène météorologique aura aussi un impact sur l'économie. Le Fonds monétaire international annonce la révision de la croissance économique 2024 par rapport à la prévision précédente de 4,3% du pays. L'UNICEF attend de toute urgence 10 millions de dollars pour faire face aux besoins de la population après les ravages du cyclone. En 2023 déjà, le Mozambique avait été ravagé par le cyclone Freddy. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel a confirmé lundi la victoire de Daniel Chapo, candidat du Frelimo lors de l'élection présidentielle d'octobre. Selon la Cour, bien que des irrégularités aient été relevées, elles n'ont pas significativement altéré les résultats. Chapo remporte 65,17% des suffrages contre 24,29% pour son adversaire Venancio Mondlane. Une correction des chiffres initiaux qui attribuait 70% au vainqueur. Après l'annonce des résultats ce lundi, les partisans de Mondlane dénonçant des fraudes sont descendus dans les rues de Maputo, la capitale, où des routes ont été bloquées. Ces troubles font suite à des protestations post-électorales qui ont déjà coûté la vie à plus de 130 personnes, selon Plataforma Decide, un groupe de surveillance locale. À Yangshuo en Chine, un architecte sud-africain redonne vie à des bâtiments anciens tout en préservant leur héritage culturel. Arrivé en 2001, Ian Hamilton tombe sous le charme des trésors architecturaux. En 2010, il s'installe dans le village millénaire de Jiuxian et découvre ses bâtisses abandonnées. L'Afrique du Sud n'a pas beaucoup de vieilles maisons. Lorsque je suis arrivé à Yangshuo, j'ai vu ces magnifiques bâtiments, parfaitement adaptés à la vie de la population locale, au climat et à l'environnement. Les habitants ne voulaient pas y vivre et en construisaient de nouvelles. Mais en tant qu'architecte passionné, je pense que ces maisons sont non seulement belles, mais aussi bien construites. Elles méritent d'être préservées. Le premier projet d'Hamilton, une maison en ruine qu'il a restaurée en un espace fonctionnel, a surpris les villageois, d'abord sceptiques. Il a dit qu'il restaurait nos vieilles maisons, mais nous ne l'avons pas cru au départ.
Aujourd'hui, Hamilton a réhabilité 6 bâtiments, les modernisant sans les dénaturer. Ces anciennes bâtisses, aujourd'hui des hôtels de charme, sont le symbole d'une alliance entre tradition et renouveau. À moins d'un mois de l'inauguration de Donald Trump, plusieurs universités américaines conseillent à leurs étudiants étrangers de revenir sur leur campus avant le 20 janvier. L'inquiétude, le rétablissement des restrictions de voyage qu'il avait imposées durant son précédent mandat. Jack Lee, un étudiant chinois en Californie, dévoile ses préoccupations. Nous savons ce qui s'est passé sous la dernière administration. Je viens de Chine et je sais que Donald Trump a imposé des restrictions aux étudiants chinois, en particulier pour ceux qui étudient des matières sensibles comme les STEM. J'ai réservé mon billet de retour il y a quelques mois, alors ça ne me concerne pas. Je serai de retour avant le 20 janvier. Craignant des retards aux frontières, les universités comme Harvard et MIT ont renforcé cet appel. Elles craignent des mesures restrictives pour leurs étudiants en provenance de pays comme la Chine, l'Iran ou l'Irak. Il faut noter que ces restrictions pourraient avoir des répercussions économiques importantes affectant à la fois les étudiants et les institutions.